D'Alzon, un nom, un horizon. C'est le slogan la devise de ce campus. Je ne vais pas parler de l'horizon, bien que ce soit le sujet essentiel. Ce à quoi doivent servir ces magnifiques installations, je vais me contenter de parler du nom d'Alzon. D'Alzon est un Gardois, né au Vigan, étudiant à Paris, Collège Saint-Louis, Stanislas, faculté de droit à Bassas, puis à Montpellier et tout petit essai au séminaire de Montpellier qui ne lui a pas plu, et il est parti à Rome. Ordonné prêtre, auparavant. Durant son séjour à Paris, il a fait partie, avec la Menée, Montalembert, Veuillot et quelques autres intellectuels catholiques, de ces gens qui voulaient réconcilier l'Église de France avec la modernité. Sa vie, ses réalisations ont fait l'objet de nombreuses publications et de colloques, tel celui qui, en 1980, a réuni les plus grands historiens, on va dire français, Jean-Marie Mailleur, René Raymond, Cholvy, Secondy de Montpellier, de colloques qui ont fait émerger cette personnalité qui est encore un peu méconnue, surtout à Nîmes, mais qui a actuellement un rayonnement international. Son nom est connu à Nîmes par l'Institut d'Alzon, par une auto-école à côté. Je trouve que c'est pas mal parce que d'Alzon a montré à tellement de jeunes, et continue à montrer à tellement de jeunes, et peut-être bientôt en Chine, comment il faut se conduire. Voilà. Donc, il a été ordonné prêtre à Rome et il choisit, alors qu'il était sollicité pour des postes ecclésiastiques importants, Paris, Montpellier, Rome, il choisit Nîmes. C'est un choix délibéré. Il a 25 ans, il est aussitôt nommé vicaire général, c'est-à-dire le second de l'évêque. Il est vrai que l'évêque de Montpellier lui avait fait la même proposition. Alors l'évêque de Nîmes s'est empressé de contrer cette proposition de l'évêque de Montpellier en lui offrant un poste important dans le diocèse. 1844, il prend en charge un pensionnat, un internat de garçons à Nîmes, qui était dans un état lamentable. On disait que c'était la honte du Midi. Cet internat portait le nom de l'Assomption. Et il n'est autre que l'actuel collège Feuchères, sur lequel il reste encore cette inscription latine à la bienheureuse Vierge Marie montée au ciel. Voilà. Donc, j'allais dire la laïcité a intégré cet élément d'histoire. Ça n'a pas fait de problème. Ce collège, qui est le collège de fondation de l'Assomption, qui est maintenant une famille spirituelle qui est répartie sur tous les continents, absolument tous les continents, dans de nombreux pays, a été pris par l'État au moment en 1903 de l'expulsion des religieux de France. D'Alzon le prend en charge. Il recrute aussitôt des professeurs diplômés, licenciés de l'enseignement public, agrégés de l'université, et il fait de cet établissement l'un des plus brillants du Midi. Certes, par la qualité de l'enseignement, mais aussi et tout autant grâce à un projet éducatif ambitieux et novateur.
La finalité qui était recherchée était de former des hommes de caractère. J'emploie les termes d'Emmanuel Dalzon. Des hommes de caractère, ayant de fortes convictions. C'était un établissement catholique. Il voulait former des chrétiens qui aient une foi réfléchie et éclairée. Collège de l'Assomption, actuellement Feuchère. Alors vous le reconnaissez. Donc une foi éclairée et réfléchie. Il avait horreur d'une religion et d'une foi piétiste. Il voulait qu'elle soit approfondie, appuyée sur les Écritures, sur les textes, sur les philosophes, sur les pères de l'Église. Voilà. Il voulait développer chez ces jeunes une liberté de jugement. Et surtout, il voulait les rendre capables de prendre des responsabilités dans la société, dans la cité, avec le souci des pauvres. Voilà, a montré le projet d'éducation de Dalzon au Collège de l'Assomption. Les méthodes de l'enseignement étaient novatrices. Les disciplines scolaires, la vie scolaire, l'ouverture de la formation des jeunes sur les grands sujets contemporains de l'époque, l'insertion des élèves et des enseignants dans des activités sociales, tout, d'après Dalzon, devait contribuer à éduquer les personnalités et permettre à ces jeunes garçons, ce n'était pas mixte à l'époque, de développer le goût pour l'action en même temps que leur discernement. Ça vaudra à Emmanuel Dalzon d'être nommé au Conseil supérieur de l'instruction publique, où il va bagarrer sur les programmes, le contenu des programmes. C'est dans ce collège qu'avec un groupe de professeurs, dont certains venant de l'enseignement public, ils fondent la congrégation des Augustins de l'Assomption. Augustin, c'est le grand ordre, ce grand ordre religieux qui se rattache à Saint-Augustin d'Hippone et de l'Assomption, du collège de l'Assomption. C'est là qu'il lance un journal, Limois, La liberté pour tous. Vous vous rendez compte ? Un journal électoral créé en 1848 dans le contexte de la révolution démocratique. Dalzon s'est lancé dans l'action politique ici à Lyon. Il a lancé la revue de l'enseignement chrétien, qui avait pour objectif de renouveler l'enseignement dans ses contenus et ses finalités. Il a lancé la Croix revue à 2 reprises, qui par la suite est devenue la Croix. Il a lancé les pèlerinages qui ont donné naissance au Pèlerin Magazine. La Croix et le Pèlerin sont les 2 publications fondatrices du groupe Bayard, qui maintenant a un rayonnement international. Surtout spécialisé, enfin pas uniquement dans les revues de jeunes, tout le monde connaît Astapi, Phosphore, Chernir, Joukin, et également novatrice dans les revues de 3e âge, comme notre temps, mais il n'y a pas tout ça. Voilà. En 1848, 10 ans avant la loi Fallou, qui accorde la liberté de fonder des établissements secondaires privés, Dalzon, dont le réseau de relations était exceptionnel, y compris à l'international. Il arrache au ministre Alexandre Frélon l'autorisation de dispenser tout l'enseignement secondaire dans son collège de Nîmes. C'est ce qu'on appelle le plein exercice. Puis, et c'est là que ça devient intéressant pour nous ce soir, il se lance dans la fondation, toujours au collège de l'Assomption, d'une maison des hautes études, une université catholique de lettres et de sciences qui ne dit pas encore son nom. Les cours se déroulent au collège. Cette maison des hautes études
est flanqué d'une école supérieure de théologie et d'une école préparatoire au grand concours de l'État. Exactement ce qu'on trouve ici, dans l'Institut d'Arlon, les classes prépa. Parmi les enseignants, on trouve agrégés, docteurs, anciens élèves de Normal et de Polytechnique. Il faut situer ça dans le contexte du 19e, de ces luttes farouches pour la démocratie, pour la laïcité. Et on voit à travers Danson un homme qui essaie de dépasser un peu, beaucoup, ces oppositions et qui n'hésite pas d'emblée à faire appel aux gens les plus qualifiés qui viennent de l'enseignement, qui venaient pour la plupart de l'enseignement public. Malheureusement, le projet ne survivra que 4-5 ans pour plusieurs motifs. J'en veux un, il y en a un en particulier. C'est Rome. Il était très ami avec le pape Pie IX. Ça n'a pas empêché que Rome ne veut pas de faculté de théologie libre. Il préfère que les 5 existantes restent intégrées à l'université d'État. C'est encore le cas à Strasbourg. Régime corporateur. Pourquoi Rome ne le voulait pas? Ce serait trop long à expliquer. Cette réalisation a donc manqué d'appui et d'un recrutement suffisant. Mais Danson ne renonce pas cependant à créer un centre universitaire à Nîmes. Il faut savoir qu'à l'époque, Nîmes a une population bien plus importante que Montpellier. Bien plus, oui, proportionnellement. Montpellier avait 43 000 habitants et Nîmes 63 000. Mais Montpellier bénéficiait de cette vieille université créée au Moyen-Âge, au XIIe ou XIIIe siècle. Voilà. Tu connais, n'avait pas. Nous passons en 1875, c'est la loi dite Labouré, qui offre la possibilité d'ouvrir des universités catholiques. Le père Danson s'est beaucoup employé à mobiliser l'opinion en faveur de cette mesure, à travers la revue de l'enseignement chrétien, à travers l'association qui s'appelait la Société Générale d'Éducation et d'Enseignement, et surtout à travers les congrès de l'enseignement chrétien qui travaillent sous forme de lobby, comme on dit maintenant, avec les députés. La loi votée en 1875 ne répond pas tout à fait, ne répond pas à toutes ces attentes, mais n'empêche, d'emblée, la loi est votée en juillet. Dès le mois d'août-septembre, il constitue, ici à Nîmes, le comité nîmois de l'enseignement supérieur libre. Donc, la première mission est de lancer des conférences, nous dirions des cours, de niveau universitaire, dans des domaines des sciences, domaine du droit, de la littérature et de l'histoire. Il lance tout de suite des inscriptions. Et le 16 novembre 1875, vous voyez le délai est court, on compte 138 inscrits. Dans le contexte du 19e siècle, c'est pas mal, c'est même beaucoup de gens. 138 auditeurs. Et Danson pense que c'est un argument décisif pour obtenir l'ouverture d'une première faculté de droit, ici. Voilà. Donc, toujours au collège de l'Assomption. Hélas, manque de ressources financières, l'indifférence du clergé local et régional qui ne voit pas les enjeux intellectuels. Le décès de son évêque, Monseigneur Planquier, et surtout le choix de Lyon pour y créer un corps de faculté libre mettent fin aux espoirs du père Danson. Les conférences universitaires de Nîmes dureront néanmoins 3 ans, jusqu'en 1878, soit 2 années avant sa mort, le
21 novembre 1880 à l'Institut d'Alger. Voilà son masque mortuaire fait par un professeur médecin du collège. Alors, je vais conclure. Il faut noter d'abord que depuis la fondation 1844, la prise en charge du collège de l'Assomption, les congrégations religieuses de l'Assomption assurent sans discontinuer une œuvre d'enseignement et d'éducation à Nîmes. Ce serait curieux de savoir, parmi les Nîmois, le pourcentage d'hommes et de femmes qui ont eu affaire, qui ont étudié dans les établissements de l'Assomption. Il y a eu les Augustins d'Assomption, les Assomptionnistes, de 1845 à 1969. Ils ont été chassés 2 fois, puis ils sont revenus quand même en douce, en se faisant passer pour des prêtres séculiers. Et puis, comme beaucoup d'entre eux ont donné leur vie sur les champs de bataille de la guerre 14-18, quand ils sont revenus, moralement, l'État n'a pas pu les remettre à la porte. Donc, ils ont eu des établissements ici à Nîmes jusqu'en 1969. Le dernier établissement, c'est l'actuelle école lycée de la Chambre de commerce, avenue Général Leclerc. Il y a eu les religieuses de l'Assomption qui ont beaucoup, 80 établissements dans le monde et quelques universités, de 1855 à 1903, ici même, sur ce lieu, les anciens bâtiments auxquels les bâtiments modernes sont joints, c'est ce qu'on appelait les prieurés des religieuses de l'Assomption. Et les oblates de l'Assomption sont des congrégations sœurs mais quand même autonomes. Les oblates de l'Assomption qui ont la tutelle de cet établissement sont à Nîmes, sont discontinués depuis 1873. Voilà. Dans le monde, sur divers continents, les assomptionnistes et les oblates de l'Assomption dirigent ou animent une trentaine d'établissements, dont 2 universités. Si on ajoute dans la même famille spirituelle et religieuse de l'Assomption, ça doit faire 110, 120, je ne sais pas combien. Elles-mêmes, les religieuses de l'Assomption, sont incapables de le lire. Un congrès va rassembler cet été aux États-Unis des représentants de tous ces établissements. Il y aura donc des représentants de l'Institut d'Alzon pour un partage et une réflexion sur le projet éducatif alzonien, on va dire, et les pratiques dans différents pays, dans différents contextes, sur différents continents. En effet, porter le nom d'Alzon, c'est aussi une responsabilité. C'est celle de connaître et de mettre en œuvre la visée éducative du Père d'Alzon, telle que nous la comprenons aujourd'hui. Alors, la bénédiction de ces locaux et des personnes présentes, eh bien, sur le plan chrétien, c'est d'abord une action de grâce. Bénédiction vient du latin benedicere, dire du bien de. Alors, ce soir, nous disons du bien du Père d'Alzon, dont l'œuvre se répand à travers le monde entier. Il n'y a pas très longtemps, au mois de juin, a sonné à la porte de notre communauté à Nîmes, un jeune couple. C'était des Cubains qui pensaient trouver là le lieu de naissance du Père d'Alzon. C'était des gens, je ne sais pas comment ils avaient connu le Père d'Alzon. C'était des Cubains exilés à Miami. Donc, c'est quelqu'un qui a une importance dans le monde entier aujourd'hui. Et pour ça, nous rendons grâce. Et puis ensuite, par ce geste de bénédiction, nous, les croyants, nous appelons sur les personnes qui travaillent ici, les jeunes, les adultes, le personnel et tout le monde, nous appelons la bienfaisance de Dieu. Et nous souhaitons que les jeunes qui seront ici, qui sont déjà ici,
puissent découvrir, puissent non seulement avoir préparé une bonne insertion professionnelle, mais apprendre à être, comme le souhaitait le Père Alzon, des hommes et des femmes de conviction, et j'emploie ces expressions, hardis, généreux, désintéressés, au service de leurs frères en humanité. Voilà, merci.